Bien, chers collègues, je crois que nous sommes au complet. Il manque Soline Gravouille qui va nous rejoindre très rapidement. Donc, je vous propose d'ouvrir cette séance du Conseil avec tout d'abord les pouvoirs donnés par Nathalie Dufaux à Cédric Larieux, à Rudy Maréchal qui donne pouvoir à Étienne Carrère et Yves Gineste à Françoise Agier. Les pouvoirs sont enregistrés. Je me dois de nommer un ou une secrétaire de séance. Je vous propose la candidature spontanée de Jean-Marc Gibert, si personne n'y voit d'inconvénient, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, avant d'aborder l'ordre du jour, y a-t-il des observations quant au compte rendu du Conseil précédent, de votre part? Pas d'observation particulière? On peut le considérer comme adopté. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc on aborde l'ordre du jour avec une décision modificative présentée par Yves Trézière. Bonsoir. Donc, première décision modificative au budget principal et au budget annexe des établissements de bain. Une décision modificative au budget qui est essentiellement technique. On l'avait dit, il y aurait sûrement 2 ou 3 décisions modificatives. La deuxième prendra en compte le bilan de la saison, mais il est encore trop tôt pour prendre en compte ces éléments. Les modifications qui ont eu lieu sont donc essentiellement techniques. Bien, vous le verrez, c'est équilibré et il y a des postes complémentaires de dépenses tant en fonctionnement qu'en investissement et en recettes. Les dépenses et recettes sont modifiées pour un total de 86 953 € pour le budget de fonctionnement, avec 2 postes principaux. Un qui concerne les subventions complémentaires, celles que l'on avait vues dans des conseils précédents pour les associations, et notamment les associations qui œuvrent dans le domaine du social. Je suis passé aux subventions du CCAS, excusez-moi. Subvention complémentaire du CCAS, il s'agit du transfert de 2 postes. Une personne qui s'occupait du transport à la demande qui était dans la mairie et qui va être transférée au CCAS, et puis la création d'un poste de référent au logement que l'on va financer sur la fin de l'année compte tenu de la situation financière du CCAS. Les autres subventions, je reviens sur le sujet d'avant, complémentaires de 2020 pour 40 630 € comprennent des subventions qu'on en avait vues dans le domaine du social et une subvention complémentaire notamment sur le football et sur un soutien à ce qui s'est passé suite aux événements de Beyrouth, et nous y reviendrons dans une délibération avec le Louis Galdos juste après. Dans les recettes pour équilibrer ces dépenses de fonctionnement, beaucoup de régularisations de subventions qui sont intervenues, qui nous ont été notifiées, notamment pour les situations, les emplois en situation de handicap sur une apprentie que nous avions l'année dernière, sur le contrat unique d'insertion pour le transport à la demande, pour les subventions de la CAF pour la crèche, et puis quelques ajustements sur les subventions du département concernant le Festival du Jazz et du Conte. Une subvention sur les masques à la population qui est l'État pour 6 643 €. Uniquement les masques qui concernaient la population sont subventionnés. Bien évidemment, tous les masques qui concernent la collectivité, les agents, ne sont pas subventionnés et restent à notre charge. En ce qui concerne les investissements, vous avez plusieurs postes qui ont été mis à l'ordre du jour. Un premier poste sur la participation de Cœur-Boisé, mais qui fait suite au vote qu'on avait fait en conseil municipal du 24 juin, la décision numéro 16 de l'époque. Un équipement complémentaire pour le stade sur les street workout. L'aménagement du local de l'opposition pour 11 000 € pour remettre à niveau le local. Et un complément sur le local jeunesse. On l'avait vu, je crois, antérieurement, ou tout du moins en commission. On avait fait un appel d'offres et plusieurs lots n'avaient pas été répondus par les entreprises. Donc on a relancé et hélas, il y a des surcoûts, notamment sur tout ce qui concerne la démolition ou les charpentes. Voilà. Ensuite, il y a
une reclassification et une modification de montant sur la maîtrise d'ouvrage de la place des Basques, le rond-point de la Marine et la place des Baleiniers pour tout ce qui concerne la rénovation de ces 3 places, comme on en avait discuté la dernière fois en conseil. Et donc on a annulé les 63 000 € qui étaient prévus pour les remplacer par 70 000 €, sachant qu'on avait une place ou 2 places dans le premier budget et qu'aujourd'hui on va faire les 3 places et on le verra dans la décision numéro 2 avec la PCP qui va vous être proposée. Voilà, ce sont les dépenses principales qui sont mises à l'ordre du jour et tout ça étant compensé par les amendes de police qui sont le réel notifié en août. Je rappelle que ces amendes de police concernent uniquement les vraies amendes de police et en aucun cas le stationnement. Voilà pour cette décision modificative. Donc 86 000 € de dépenses et recettes en plus en fonctionnement et 126 705 € de dépenses, ou tout du moins d'investissement et de recettes d'investissement. Bien, merci. Alors sur le budget principal, avant d'aborder le budget des établissements de bain, y a-t-il des observations sur le fonctionnement et l'investissement? Non, on peut continuer. Donc Yves, pour le budget des établissements de bain. Alors, pour les établissements de bain, la partie fonctionnement en fait est juste un ajustement technique. On avait discuté au cours du précédent conseil ou du précédent conseil municipal la contribution du budget principal pour 124 530 € compte tenu de l'annulation des loyers liés à la situation Covid. Donc là, c'est juste un ajustement technique des postes. On enlève les revenus et on les remplace par une subvention du budget principal. En investissement, par contre, on a mis un investissement de 92 750 € qui correspond à la rénovation complète de la climatisation et des hottes. Ces équipements étaient défaillants, notamment les climatisations depuis un certain temps. Elles ont été posées en 2007. La climatisation a toujours relativement mal fonctionné. Les hottes étaient relativement mal positionnées et pas facilement entretenables. On a fait des premiers travaux cet été pour mettre des trappes d'accès dans lesquelles, pour votre information, on a enlevé des kilos de graisse qui est sûrement un danger pour les établissements qui étaient à l'étage en dessous. Donc ça, les hottes maintenant où les conduits sont nettoyés, les hottes étant en sortie contre la climatisation. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si on faisait la rénovation de la climatisation sans faire les hottes, on réencrasserait à nouveau la climatisation nouvelle. Donc on a choisi de faire l'ensemble du poste et de déplacer la sortie des hottes, de ce que j'appelle moi un beau défaut de conception à l'origine, puisque les hottes se jettent dans la climatisation, donc engraissent la clim. Voilà, donc l'ensemble du poste fait 92 750 €. On l'avait vu, il faut absolument avoir recours à l'emprunt, puisque la situation est un peu exsangue sur les établissements de bain, tout du moins elle est volontairement à l'équilibre, et donc on aura recours à l'emprunt, tout en sachant que quoi qu'il arrive, on empruntera beaucoup moins que le capital remboursé, puisqu'on sait que la situation des établissements de bain est l'endroit où on a le plus de dettes dans la commune. Voilà. Bien, merci pour ces précisions, y compris techniques. Est-ce que vous avez des commentaires pour le budget annexe? Oui, Monsieur Calès. Oui, merci Monsieur le maire. J'ai pas de questions sur les chiffres. On a pas mal discuté en commission et c'était assez clair. Je redirai ce que j'avais dit lors du budget et puis en commission, c'est que le budget annexe, on est un peu soucieux parce que le budget annexe d'établissement de bain, parce que c'est un budget qui est juste en équilibre, avec des risques importants. On a vu que lors du Covid, il suffit que les recettes baissent. J'ai cru comprendre qu'il y avait d'autres travaux qui pourraient s'annoncer dans les années à venir, disons au moins au cours de la mandature. Est-ce que ce serait intéressant d'avoir une idée de l'importance de ces travaux pour voir un peu ce qui nous attend devant au regard de la criticité de ce budget annexe? Je ne sais pas si ça pourrait être, pas un chiffre exact, mais au moins une estimation, ce serait intéressant. Non, merci Bernard pour cette remarque. Effectivement, on en a discuté lundi. Je dirais que la remarque est pertinente. On s'est engagé avec Eric, la direction des services techniques, à regarder l'ensemble de ce qui restait à faire sur ce bâtiment et de se faire un plan.
On a traité l'urgence là parce que, par ailleurs, une partie de la délégation de service public se renouvelle l'année prochaine. Donc, si on veut renouveler nos baux et nos délégations de service public dans des conditions normales, il faut que nos équipements fonctionnent. Donc, on a traité une partie en urgence. L'ensemble des autres rénovations va être envisagé. Et comme on en avait discuté, je souhaite avoir une vision globale avant d'attaquer chacun des postes. On a uniquement traité, à mon avis, les urgences. Parfait. Pas d'autres commentaires ou observations? Donc, je soumets, si vous le voulez bien, les deux budgets au vote, ou bien vous souhaitez qu'on fasse plutôt un vote séparé, budget principal, budget annexe? Les deux? Alors, sur cette décision modificative, y a-t-il des oppositions? Une opposition? Alors, combien d'oppositions? Des abstentions? Donc 8. Je vous remercie. Avant de laisser à nouveau la parole à Yves, 7, pardon, excusez-moi. Avant de laisser la parole à nouveau à Yves pour détailler un petit peu une opération d'aménagement de place du quartier de la plage, j'ai omis, je vous prie de m'en excuser, de saluer et de remercier le public présent, ainsi que les personnes qui nous regardent en ce moment via le Facebook et le site internet de la ville, et que je salue également. Voilà. Donc Yves, un petit focus alors sur une opération qui nécessite donc la mise en place d'une APCP. Oui, alors on avait parlé au dernier conseil aussi de la rénovation des places. Puis je laisserai peut-être après Jean-Luc préciser, puisqu'il n'était pas là au dernier conseil, je l'avais représenté pour qu'il puisse expliquer en détail l'opération. Et on avait envisagé dans notre programme de rénover progressivement les places et notamment de les désimperméabiliser. Compte tenu de la situation sanitaire liée à la crise Covid, l'État, et notamment l'Agence de l'eau, subventionne plus que d'habitude. Normalement, les subventions sont à 50%, mais va subventionner à 70% la rénovation des places qui vont être prises dans ce programme, et Jean-Luc va vous l'expliquer. Donc on a choisi, c'est ce qui est figuré dans les modifications dans le fonctionnement, dans la partie assistance à maîtrise d'ouvrage, de ne pas faire une place ou deux places, mais les 3 places en une seule fois, de présenter un dossier avec les 3 places, et ensuite d'échelonner la réalisation de ces 3 places sur les années futures, avec un total de 2 250 000 pour rénover ces 3 places, avant subvention, sachant qu'on aurait pour cette année 2020 uniquement les 70 000 € qu'on a vu dans la délibération précédente pour la maîtrise d'ouvrage, et qu'ensuite on aurait en 2021 une place, en 2022 une deuxième place, en 2023 une troisième place, et le solde en 2024. L'objectif de cette autorisation de programme et crédit de paiement étant de pouvoir positionner le programme et ensuite de planifier les dépenses sur chaque année. Voilà. Est-ce que Jean-Luc, tu veux apporter des compléments techniques? Jean-Luc, pour quelques précisions sur peut-être la nature des travaux. Pardon, Jean-Luc. Ça marche? Oui, pour la bonne règle, je dirais la bonne tenue, je vous remercie de respecter le port du masque, mais je vous invite quand même, lorsque vous prenez la parole, à pouvoir momentanément l'enlever, de sorte que tout le monde puisse être parfaitement audible. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Donc ce projet, on l'avait déjà évoqué, ça correspond effectivement à des projets qu'on avait imaginés et engagés assez rapidement en début de mandature. Ça fait l'objet de délibérations durant le précédent mandat, où effectivement tous les chantiers liés à la désimperméabilisation des sols, et donc au travers d'un schéma directeur des eaux pluviales a été partagé. Donc là, dans ce début de chantier, on bénéficie, comme Yves l'a dit, d'un plan d'aide de l'Agence de l'eau qui est extraordinaire. Initialement, c'était de 50%. Il a été porté dans un plan de relance Covid à 70%. Donc il y a un effet d'opportunité intéressant pour la commune. C'est pour ça qu'on a décidé d'engager 3 places et non 2 places. Schématiquement, pour lancer cette opération, il nous faut des éléments un peu plus précis sur le coût de l'opération, donc qui ont été estimés de l'ordre de 2 millions d'euros, mais il faut qu'on engage des études un peu plus fines pour avoir un chiffrage un peu plus précis à soumettre à l'Agence de l'eau. Le dossier doit être déposé avant le 30 octobre, donc c'est pour ça que cet été, nous avons lancé une consultation pour des études de maîtrise d'œuvre. Donc nous sommes en train de dépouiller le retour de cet appel d'offres
Et donc très rapidement, on va engager les études nécessaires, donc d'où l'objet des dépenses de 70 000 € pour cette année, qui vont couvrir les frais, les premiers frais de la maîtrise d'œuvre, qui vont nous permettre d'avoir un chiffre plus précis qu'on soumettra à l'Agence de l'eau. Alors, ce programme rentre dans le dispositif d'aide de l'Agence de l'eau, et donc il est éligible au titre de leur action sur la dépollution des eaux pluviales, et donc notre programme cadre parfaitement, d'autant plus que le schéma directeur dont j'ai parlé a été élaboré avec l'Agence de l'eau, et donc nous sommes assez optimistes sur la prise en charge de ces travaux à 70% par l'Agence de l'eau. Bien, merci Jean-Luc pour ces précisions. Je rappelle, ça a été dit, mais je rappelle que les 3 places concernées sont la place des Basques, la place du Rond-Point et la place de la Marine. Voilà. Bien, merci pour ces précisions. Y a-t-il des observations ou des commentaires de votre part? Oui, monsieur Larieux. Merci. J'ai regardé le retour du schéma directeur des eaux pluviales, où était ciblé place des Basques et place de la Marine. Par contre, la place du rond-point, je l'ai pas retrouvé dans les préconisations, les premiers points importants. Donc je voulais savoir, est-ce que la place du rond-point, on l'a rajouté, ou est-ce que... voilà, je voulais avoir une petite précision par rapport à cette 3e place que je n'ai pas retrouvé dans les premiers points importants techniques du schéma directeur. En fait, dans le schéma directeur, on a identifié un certain nombre de lieux qui vont faire l'objet d'accompagnement par l'Agence de l'eau, principalement sur des opérations de désimperméabilisation, de revégétalisation. Dans la foulée du schéma directeur qui a été partagé en conseil municipal en 2019, il a été engagé des études de faisabilité sur 3 places. Et donc ces 3 places concernaient la place des Basques, la place du Rond-Point et la place de la Marine. Et c'est à partir de ces études de faisabilité que nous engageons l'opération, je dirais plus définitive, qui vise à solliciter l'Agence de l'eau pour une subvention. Mais vous avez raison, la place du Rond-Point ne figurait pas initialement, et ça sera un ajout à faire dans le complément d'objets et qui seront fléchés à l'intérieur du plan directeur des eaux pluviales. C'est bon? Il serait bien, je voudrais soit Jacques ou moi, on en reparlera en commission, de cibler aussi des secteurs du côté des écoles ou autres, parce que j'ai vu qu'il y avait des secteurs qui étaient ciblés, parce que là on est sur des parkings, places, de cibler un exemple, devant les écoles, qui est quand même un lieu de vie des enfants carotonnés et des familles. Voilà, un réaménagement, il faudra y penser par la suite. Nous allons voter pour, bien sûr, ces travaux, mais ça serait bien de réfléchir justement sur la place devant les écoles, où il y a quand même la crèche, l'école Saint-Exupéry, voilà, maternelle ou autre. C'est des secteurs, plus que des places, c'est quand même des lieux de passage et des lieux de vie, et surtout au niveau de l'environnement, cadre de vie et tout ce qui s'ensuit. Oui, monsieur Larieux, je vous rejoins dans vos propos. Simplement, n'oubliez pas que nous sommes ici dans le cadre d'un schéma directeur des eaux pluviales. Ce dont vous parlez et qu'on peut entendre, c'est autre chose, ce n'est pas de même nature, et donc forcément pas avec les mêmes aides et subventionnements. Donc ça, c'est plus de requalification d'espace public dont vous parlez. Simplement, voilà, je tiens à repréciser que nous sommes ici dans un autre cadre qui est celui des eaux pluviales et du traitement des eaux pluviales. Oui, je vais juste vous répondre. Vous avez votre vision. Moi, j'ai la mienne au niveau technique. Mais je vous dis que c'est justement la même chose. Au niveau des nous, du schéma directeur des eaux pluviales, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Donc j'ai le droit de m'exprimer par rapport à ça. Mais si vous voulez, on pourra se faire une leçon technique sur ça. Il n'y a pas de problème. Monsieur Larieux, vous avez tout à fait le droit de vous exprimer. Vous le faites librement. Simplement, je tenais à préciser cet élément tout en disant que je partageais vos propos. Je ne comprends pas votre agressivité. Il n'y a aucune agressivité du tout. Bon, très bien. Je pourrais en avoir justement pour les dossiers que je ne reçois pas et pour les convocations que je ne reçois pas. Mais il n'y a pas du tout d'agressivité sur tout le reste. Bien. Ne vous inquiétez pas. Donc je suis rassuré. Ouais. Rassurez-vous. Ce que je vous propose, c'est qu'on évoque ces sujets aussi en commission, et bien évidemment, votre proposition est tout à fait recevable et intéressante. C'est vrai que, comme le disait monsieur le maire, on traite là préférentiellement tout ce qui est renaturalisation, désimperméabilisation des espaces, je dirais, béton, entre guillemets. Effectivement, votre proposition ouvre un autre volet complémentaire qui est remettre plus de nature en ville, là où c'est nécessaire. Voilà, donc, mais ça fait partie des éléments qu'on va bien évidemment discuter en commission urbanisme.
Voilà, vous aurez noté pour terminer le coût quand même conséquent des travaux sur les 3 places, encore estimatif, 2 250 000 euros. Et évidemment, l'aide de l'Agence de l'eau, c'est une véritable opportunité. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé effectivement de rajouter cette 3e place et d'engager le dossier dans le cadre donc d'une autorisation pluriannuelle d'investissement, de manière à étaler effectivement ces investissements sur quelques années. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions? Non? Je vous propose donc de délibérer sur ce dossier, cette demande d'aide. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous changeons un petit peu de chapitre maintenant, quoique avec donc plusieurs subventions exceptionnelles qui vous sont proposées. Et on va commencer sur le volet sportif avec Louis Galdos. Bonsoir. Donc on va parler d'une subvention, une demande exceptionnelle de subvention du Cabreton Seignos Suston Club de foot. Cette demande de subvention exceptionnelle est suite à la perte financière liée au Covid et à la non réalisation des courses landaises. Alors c'est une demande de subvention qui pourrait être prise comme étant une demande de subvention liée à de l'animation, à part que ces courses landaises rentrent directement dans le fonctionnement. Et c'était une des manières dans laquelle la commune de Cabreton finance le club de Cabreton. Donc la demande de subvention est équivalent à la recette du sortie des frais de ces courses landaises de 20 000 euros. En sachant que les festivités d'été pour le club sur la commune de Cabreton, sans parler de la commune de Seignos et la commune de Suston, étaient équivalentes l'année dernière à 15 000 euros de plus, c'est-à-dire 2 tournois de foot fédé puis district, plus la fête annuelle du foot, qui était de l'ordre de 15 000 euros. Voilà. Donc la demande du club de Cabreton de foot est de 20 000 euros pour cette année pour pouvoir fonctionner, en sachant que le club de foot, et c'est la dernière chose que je vais rajouter, est le 2e club au niveau de la région par son effectif. Un effectif de 650 adhérents sur les 3 communes. Bien, merci Louis. Alors, si vous souhaitez vous exprimer, peut-être on le fait aide par aide qui vous est donc proposé. Est-ce que vous avez là, sur ce volet, des observations, des commentaires à formuler? On peut continuer. Donc on continue avec Soline pour, inutile de rappeler ces images terribles que nous avons encore en tête, du drame qui a eu lieu à Beyrouth. Soline. Oui, bonsoir. Donc effectivement, nous vous proposons de voter une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 euros qui sera destinée au secours populaire. Le secours populaire qui intervient au Liban auprès des familles en partenariat avec une association qui s'appelle DPNA. Donc cette subvention va servir notamment à distribuer des kits d'hygiène pour les familles, bien sûr des kits alimentaires, mais aussi travailler sur le nettoyage et la réparation des maisons et appartements, des logements qui ont été dévastés. Voilà, donc c'est une subvention à titre exceptionnel pour une situation elle-même exceptionnelle au Liban. Je ne sais pas si vous avez des questions. On en a débattu l'autre jour. Oui, juste, Monsieur Calès, oui, on en pardon. a pas mal parlé justement en commission. Il y a quelque chose qui était intéressant parce que, effectivement, quand je voyais 3 000 euros pour venir en aide au Liban, je me dis, ça ne va pas être beaucoup. Et vous aviez dit qu'effectivement, toutes les communes, ça c'est important. Effectivement, pardon. Le Secours populaire sollicite toutes les communes, donc leur demande de participer à la hauteur qu'elles souhaitent. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, nous avons demandé et insisté sur un fléchage, en fait, de ces dépenses. On est dans des pays où il peut... Voilà, parfois, on veut s'assurer que l'argent va bien là où on souhaite qu'il aille, c'est-à-dire à la destination des sinistrés.
Donc là aussi, on a demandé des justificatifs, ce que fait le Secours populaire, puisqu'il a d'ores et déjà envoyé des justificatifs, des chiffres, et il le fera régulièrement. Donc ça aussi, c'était un point important pour nous engager auprès de lui. C'est quelque chose qu'on fait habituellement au conseil municipal à Cabreton, de venir, d'avoir, je dirais, un soutien, un petit soutien financier à titre de solidarité, que ce soit à l'étranger ou dans notre pays. La dernière fois, j'étais pour les sinistrés du Var et de l'Aude, vous vous rappelez, où nous avions aussi délibéré sur une aide financière de 2 000 €. Et évidemment, on formule le vœu que le plus grand nombre de communes et au-delà de collectivités puissent aussi effectivement apporter ce petit soutien, je crois, nécessaire en termes de responsabilité. Patrick. Yves, très bien. Oui, par rapport à la remarque de Bernard, puisqu'on n'en a pas parlé là, mais beaucoup lundi, dans mes fonctions d'adjoint à l'éthique, on s'est effectivement attaché à 2 choses. Vérifier qu'on n'était pas les seuls à contribuer pour une petite somme. Sachez que le Secours populaire fait partie d'un groupement de beaucoup d'organisations et d'entreprises françaises qui vont arriver en soutien au Liban, qui sont déjà en soutien au Liban. Et c'est un groupe, donc c'est pas une action isolée, c'est pas 2 000 €. Donc certains grands groupes donnent des produits, dans celui qui m'emploie, beaucoup de choses comme ça, organisées sur place par le personnel de ces grands groupes pour être certain que l'ensemble des aides arrivent bien aux destinataires ciblés, et de telle façon qu'aucune aide ne soit, notamment si elle est en argent liquide, ne soit détournée à l'arrivée. Je l'ai rappelé, je suis allé de nombreuses fois à Beyrouth, et souvent pour traiter des problèmes de corruption, donc je suis assez aiguisé pour essayer de vérifier que tout ça se passe bien. Très bien. Nous avons une petite subvention de 500 € qui est sollicitée, Céline Fournier, par le collège Jean Rostand. Alors effectivement, le collège Jean Rostand nous a fait parvenir une demande de subvention exceptionnelle de 500 €, et ça concerne un projet de la 4e SECPA qui souhaite réaliser et achever en tout cas le tour de piste en bois pour leur représentation. Tout simplement. Très bien. Pas de problème par rapport à ça? Et donc nous avons, Claire, bonsoir, une 4e et dernière subvention sollicitée dans le cadre du jumelage par l'association CIDJAZ. Exactement. Donc, dans le cadre du jumelage Nazaré-Cabreton, l'association CIDJAZ nous a sollicité une subvention exceptionnelle de 500 € pour, de la même manière que nous avons accueilli pendant le festival Out of Jazz le directeur du festival de jazz de Nazaré, aller participer au festival de Nazaré et de Vallée d'Eau. Et puis travailler sur des partenariats et la venue de musiciens, notamment le Big Band, pour l'année prochaine et de futures collaborations. Bien, merci Claire. Pas de problème là-dessus? Est-ce qu'on peut voter les 4 subventions en même temps, ou est-ce que vous souhaitez un vote séparé? Bien. Bon, pour ces 4 donc subventions ou aides financières, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et merci pour eux, effectivement. Donc, nous avons donc des représentants de la ville à désigner au conseil portuaire. Conseil portuaire qui, vous l'avez vu, est réglementé. Je ne vais pas vous donner la liste des représentants des différents collèges du conseil portuaire. Simplement de préciser que celui-ci est présidé de droit par le président de la communauté, puisque depuis le 1er janvier 2018, la gestion du port et du lac a été reprise par la communauté de communes, ou son représentant, qui sera Louis Galdos, vice-président en charge de l'atelier tourisme, port et lac. Je vous propose comme représentant de la commune, moi-même, bien sûr, et comme suppléant, Jean-Yves Saurin. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, monsieur Makoviak. Oui, ce comité très intéressant, ce conseil plutôt, moi j'aimerais savoir combien de fois il se réunit, est-ce qu'il donne des avis écrits, est-ce qu'on peut avoir communication de ces avis écrits, ou est-ce qu'ils sont publiés,
Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si, par exemple, ce conseil s'est positionné sur le désensablement du port, des choses comme ça. Voilà. Ce sont ces questions-là que je voudrais qu'on aborde ce soir. Certainement un organe important. Encore faut-il qu'il soit utile. Et s'il est utile, il faudrait peut-être qu'on sache exactement ce qu'il fait, quels sont les avis qu'il donne. Et notamment ce point important, j'y reviens, sur le désensablement de notre port. Est-ce qu'il a participé, est-ce qu'il a donné un avis, voilà. Bien, alors le Conseil se réunit 2 fois par an. Il y a bien sûr des comptes rendus qui sont établis. Premier point. Deuxième point, le Conseil portuaire n'est pas un organe de décision, c'est un organe consultatif qui émet des avis d'une manière générale sur toutes les affaires liées au port. Les aménagements, les investissements, bien sûr les tarifs. Le Conseil portuaire émet aussi un avis sur les tarifs du port et est bien sûr associé, ou a été associé, en tout cas je dirais très largement informé, et ce sont des discussions que nous avons bien sûr avec les usagers du port, donc au sein du Conseil portuaire, sur les opérations de dragage qui ont été réalisées et préparées depuis un petit moment déjà, et bien sûr maintenant dans la phase plus importante et certainement plus difficile à plus d'un titre, bien sûr du dragage du port. Voilà, mais je voulais rappeler que le Conseil portuaire est, je dirais, saisi de tous ces dossiers et émet un avis qui n'est qu'un simple avis, mais qui est bien sûr un avis important. Parce que c'est aussi un organe d'échange où l'ensemble des acteurs du port sont représentés et bien sûr directement concernés. Donc leur avis est très important. Je comprends que... Monsieur Mackowiak, vous avez la parole. Je comprends que l'avis est important. Vous me dites sur la tarification, je pense des anneaux, l'administration du port. La question que je me pose, comme beaucoup de Cabretonnais, est-ce qu'il a donné un avis sur le désensablement du port et quel a été ses avis? Est-ce qu'il a été publié? Est-ce qu'on peut le consulter? Où est-ce qu'on peut le consulter? Voilà. Mais il n'y a pas d'avis du Conseil portuaire sur le désensablement du port, puisque l'opération de désensablement en est à ses prémices. Il y a tout un dossier d'abord administratif, très lourd. Il y aura bien sûr le volet financier. Et il y aura des choix à faire, qui seront des choix importants. Car nous savons déjà à peu près, puisque des premières analyses ont été faites, qu'il y aura une partie des sédiments qui pourra être valorisée, comme on dit, c'est-à-dire clapée en mer, et l'autre partie qui nécessitera un traitement à terre. Donc il y a beaucoup de problématiques qu'il faut étudier, et bien sûr, le moment venu, le Conseil portuaire sera saisi de ces questions, de ces choix à faire avec les impacts et les incidences financières, mais nous n'en sommes pas là pour l'instant, et Louis Galdos peut compléter s'il le veut. Alors sur le Conseil portuaire, il se réunit, comme disait Monsieur le maire, il se réunit bien 2 fois par an, et donc la prochaine Conseil portuaire aura lieu certainement en novembre. Sur la partie avis, il donnera un avis, puisqu'il faut savoir quand même que le dragage du port, celui qui financera le dragage du port, c'est le port, ce sont les usagers. Donc à minima, le Conseil portuaire donnera son avis. Deuxièmement, on a un cabinet qui est en train de... qui finit ses études pour connaître la qualité du sable et les différents moyens qu'on sera utilisés, soit par clapage, comme l'expliquait Monsieur le maire, soit sur une valorisation. On a à peu près 100 000 m3, et tout ça sera à discuter, puisqu'il faudra faire un choix financier, et les usagers du port seront les premiers à être informés, puisque normalement, ce sont eux qui financent le dragage. Ce qu'il ne faut pas confondre, c'est l'autre partie de dragage qui a été faite et qui n'est pas finie, et peut-être que celle-là aussi peut intéresser la majorité des usagers du port, mais aussi le lac, c'est qu'on a la fin du dragage du lac qui va avoir lieu en février de cette année, qui est le dragage de la Passe. Voilà.
Alors oui, pour compléter ce que dit Louis Galdos, effectivement, les opérations de dragage qui ont été réalisées sont hors opération dragage du port, puisque financées par la communauté de communes, c'est-à-dire le dragage du Boucarou et le dragage, vous savez, de ce point dur qu'il y avait et qui gênait considérablement la SNSM et qui a été traité. C'était ça, dans la concertation que la communauté avait lancée, qui remonte, je ne sais plus, à 2 ans, très large concertation, il y avait eu donc des priorités de définies, et ces priorités étaient celles-là. C'était la SNSM, lui redonner sa capacité d'intervention, c'était le Boucarou, ça a été fait, et il reste maintenant, et toujours financé par la communauté, le dragage de la passe, qui reste à réaliser. Mais nous sommes toujours hors opération dragage du port. Je rajoute, et je vous remercie de parler de ce sujet, que, évidemment, c'est un sujet qui est entre les mains de la communauté. Mais le port, c'est le port de Cabreton. C'est notre port aussi, quand même un peu. Et donc, je vous proposerai le moment venu, bien sûr, à titre d'information, régulièrement, de venir devant le Conseil pour vous tenir informé de l'évolution du dossier, comme on dit, et des perspectives qui seront, je l'espère, possibles, réalistes financièrement. Voilà. Dernière chose pour donner quelques ordres de date. Normalement, le dragage du port devrait se faire dans l'année, si tout se passe bien avec toutes les demandes et les autorisations, en 2022. Et on parlera après d'un entretien qui rentrera aussi, un entretien permanent qui se fera sur le lac et sur le port, et il y aura un PPI sur l'entretien après. Mais le gros dragage, le dragage du port, se fera certainement en 2022 si tout se passe bien. Voilà, car il est évident de dire que draguer le lac, c'est bien, draguer le port, c'est bien, c'est absolument nécessaire, indispensable, si on veut sauvegarder tout simplement les fonctions du port. Mais c'est comme l'histoire des Shadocks. Après, il ne faut pas attendre 10, 15 ou 20 ans pour faire quelque chose à nouveau. Et donc, il est évident de dire que ce soit pour le lac ou pour le port, il faudra mettre en place et trouver les financements pour assurer un entretien régulier et de l'un et de l'autre. Et je crois qu'on est tous à peu près d'accord sur ce sujet. Effectivement, on est d'accord. Je crois que l'ensemble des Cabredonnais étaient assez surpris que pendant des années et des années, il n'y ait pas d'entretien du port et que ça se fasse tous les 6-8 ans. Et là, il y a une véritable difficulté. Donc, sur ce point, je vous rejoins. Ce que je constate, donc, ce que vous m'expliquez aujourd'hui, c'est que le désensablement de la partie, comme vous l'avez indiqué, Boucarou et devant la SNSM, qui était désensablée pendant le Covid, eh bien, ce n'est pas dans ce cadre-là, c'est dans un autre cadre. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir des avis, qu'on n'ait pas pu avoir aussi des analyses, de savoir s'il y avait une difficulté ou pas. C'était nécessaire, absolument nécessaire. Après, je crois que c'est toujours aussi nécessaire, absolument nécessaire, de bien communiquer, de bien renseigner les Cabretonnais qui, sur ce point, ont été inquiets. Voilà. Donc, je constate que cet organe va, pour l'avenir, enfin, pour cette partie-là, comme vous l'avez très bien expliqué, émettre des avis. Je pense, je subodore de ce que vous m'indiquez, que ces avis nous seront transmis, qu'on puisse bien regarder cela, et donc je m'en félicite. Voilà, pour rejoindre ce que vous dites, effectivement, ou répondre à ce que vous dites, ou à l'interrogation que vous semblez poser, oui, bien sûr, des analyses ont été faites préalablement sur la partie SNSM, Chenal et PASS, qui autorisent et qui permettent effectivement la réalisation de ces opérations, publiées comme toutes les analyses sur le site internet de la communauté, et il en ira évidemment de même sur la partie port, dont on est, je pense, unanime pour dire, parce que le port c'est quelque chose de très important pour nous, qui sommes Cabretonnais, de dire que, comme pour les opérations qui ont été réalisées, qu'il y a obligation à faire. Voilà. Et donc c'est ce que fera effectivement, en concertation avec notamment tous les acteurs du port, donc les services, ce que feront les services de la communauté. Louis. Oui, une dernière information, c'est qu'après le dragage qui s'est fait sur le lac
le chenal, le boucaro et la passe, il y a une bathymétrie qui va être faite et donc qui va être à disposition de tout le monde sur le site du port et visible pour voir l'état des lieux, en sachant que chaque année, il y a plus de 6000 m3 d'ensemblement qui rentrent dans le port. Je sais, merci de ces précisions, c'est très important et je vous rejoins totalement là-dessus. La question générale, c'est de penser et de travailler dans ce sens. Il faut désensabler le port en 2020, mais on peut parfaitement désensabler le port sans polluer la plage du Santocha. C'est ça la question en réalité, et je suis content que vous abordiez ce problème avec une planification jusque dans 2022. C'est important pour les Cabretonnais et vous le savez parfaitement. Alors pour terminer, je crois qu'on est à peu près d'accord sur ce sujet, et pour bien préciser les choses, il est prévu pour la partie valorisable, les sables séants, un clapage en mer, et pour les sables contaminés, ce sont les analyses qui diront un traitement à terre. Voilà, comme ça les choses sont claires, mais c'est toujours ça qui a été dit dès le départ. Voilà. Bien, donc c'est ce qui a été... Ah oui, comme vous m'avez expliqué... Excusez-moi. Comme vous m'avez expliqué que ce qui avait été fait pendant le Covid, là, en mars-avril, était hors cette opération-là, je pense que vous aviez également la même exigence pour ce transfert de sable du mois de mars-avril d'une partie du Boucaro, du SNSM, sur la plage du Santocha. Je pense que ça a été la même exigence, puisque vous m'avez indiqué qu'il y a eu des expertises, c'est bien ça? Oui, il y a eu des analyses, bien sûr, qui sont faites. On ne peut pas engager une opération de dragage sans que les analyses soient bonnes et les feux verts soient donnés, c'est évident, bien sûr. Alors, donc, je vous propose pour rappel, donc, comme représentant moi-même, comme titulaire et Jean-Yves Sauréan, c'était l'objet de la délibération. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? 7 abstentions. Je vous remercie. On continue dans les désignations de représentants aux commissions. Cette fois, on est sur la commission locale d'évaluation des charges transférées. Oui, Nathalie? Pardon, je voulais juste... J'ai oublié quelque chose. 6 abstentions et non 7. Pardon? 6 abstentions. 7 avec la procuration. Pardon. En effet, j'avais oublié. Bon, j'avais bien compté. Donc c'est une commission intercommunale qui se réunit chaque fois qu'il y a, pour dire les choses simplement, des transferts de compétences et d'apprécier les impacts financiers de ces transferts de compétences pour l'ensemble des communes et bien sûr la communauté. Donc elle se réunit en tant que de besoin. Là aussi, bien sûr, chaque commune doit désigner un représentant titulaire et suppléant. Et à ce titre, je vous propose comme titulaire Yves Trézière et comme suppléante Armelle Barbe. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires? Pas de problème? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Après... Donc, toujours pareil, cette fois il s'agit de l'association syndicale autorisée de DFCI, la défense de la forêt contre l'incendie, où nous devons aussi désigner un titulaire et un suppléant. Comme titulaire, je vous propose Jean-Yves Sauréan, c'est l'homme de la forêt. Jean-Yves? Et du port, c'est l'homme de la forêt et du port, Jean-Yves. Oui. Et comme suppléante, Françoise Agier. Voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Nous continuons avec une proposition de constitution de groupement de commandes avec Étienne Carrère. Bonsoir. Donc c'est une convention un groupement de commandes pour les contrôles périodiques obligatoires et les maintenances diverses. Elle est constituée de 16 lots pour une durée de 4 ans.
C'est une mutualisation des besoins qui va permettre de minimiser les coûts de procédure et bien évidemment de bénéficier d'économies d'échelle. Ce sera la MAX qui sera coordinateur du groupement. Chaque commune doit déterminer ses besoins et signe et exécute la part du marché qui l'intéresse. Il y a pour ce faire une commission d'appel d'offres du groupement de commandes qui est représentée donc, pour les communes par un représentant titulaire et un suppléant et qui sera présidée par le président de la MAX ou le coordinateur ou son représentant. Bien, et nous avons là aussi à désigner donc un titulaire et un suppléant. Je vous propose à nouveau donc comme titulaire Jean-Yves Soréan et comme suppléant Étienne Carrère. Pas de problème? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Merci Étienne. Nous passons après à notre groupement de commandes avec Patrice Trouvé. Voilà. Donc c'est un groupement de commandes pour les fournitures des divers matériels et équipements, produits d'hygiène et de protection dans le cadre de la pandémie du Covid-19. En annexe, vous avez la convention constitutive du groupement de commandes entre le département des Landes, l'association des maires et présidents de communautés des Landes, Centre de gestion des Landes et Mutualité française Union territoriale des Landes. Le coordinateur, c'est le département. Le comité d'appel d'offres, c'est celui du département. Les missions sont bien définies. La commune a décidé d'adhérer à ce groupement de commandes. Et Monsieur le maire vous propose d'approuver le projet de convention constitutif d'un groupement de commandes pour l'achat d'équipements et de produits d'hygiène liés à la crise sanitaire Covid-19 et de l'autoriser à signer cette convention. Bien, merci Patrice, pas de problème là non plus je suppose. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. On termine avec les groupements de commandes, me semble-t-il, avec Yves Trézière. Sur les marchés d'assurance. Oui, donc on a vu un groupement de commandes avec Max, un groupement de commandes avec le département. Là, c'est un groupement de commandes, entre guillemets, entre nous-mêmes, puisqu'il s'agit de mutualiser la commune, le CCAS et la régie du camping municipal de Cap-Breton pour renouveler l'ensemble des assurances qui viennent à échéance au 31 décembre de cette année. La convention est en 5 lots. Les assurances de dommages aux biens et risques annexes, les assurances responsabilité civile, l'assurance des véhicules, la protection juridique et fonctionnelle des agents et les assurances sur les prestations statutaires. Voilà, donc l'objectif est donc d'avoir l'ensemble de ces dossiers prêts pour la fin de l'année et donc de partir avec nos nouvelles assurances renouvelées ou rénovées au 1er janvier. Voilà, merci. Alors, bien sûr, en précisant que c'est la commune de Cap-Breton qui est coordonnateur donc, du groupement, mais que bien sûr, chaque entité se chargera de l'attribution des marchés qu'elle a à passer pour son propre compte. Est-ce que vous avez des questions, des observations, Monsieur Calès? Oui, merci Monsieur le maire. J'avais une observation sur le point 9 et puis du coup, je reviens au point 7 parce que j'étais en train de signer. C'est passé un peu vite, mais c'est la même préoccupation. En commission, en fait, ma première réaction a été de demander les gains qui étaient espérés quand on mettrait ça en place. Bon, effectivement, calculer un gain au départ, ça me paraît des fois un peu difficile. Par contre, il serait intéressant qu'au bout d'un an de mise en place, le groupement de commandes, on voit un petit peu que ce qu'on a gagné. Je pense sur les contrôles périodiques, je n'ai pas la somme en tête, mais ça va être des sommes très importantes et les assurances également. Donc ce serait intéressant de faire le bilan au bout d'un an et de voir ce qu'on a pu gratter. Et le fait de faire des groupements de commandes, ça va évidemment dans le bon sens. Très bien, bien sûr, je partage cette analyse et cette demande. Et je crois qu'il est important, lorsqu'on constitue des groupements, c'est bien, et aussi de le faire avec
les différents membres des différents groupements, effectivement, d'avoir un suivi des gains qu'on a pu réaliser ou en tout cas qu'on a pu estimer. Tout à fait. Oui, Yves. Oui, pour les assurances, on en a discuté. Après, on va se fixer des objectifs et bien évidemment, après, il y a toujours en assurance un coût qualité-prix. Donc, bien, il serait très facile de baisser le prix en n'étant pas assuré. Donc, on va regarder d'abord le contenu. Les objets de ces assurances, notamment avec l'évolution de la commune, ou les évolutions juridiques qui vont avec, et de la situation, y compris sanitaire. Je participe la semaine prochaine, pour d'autres raisons professionnelles, à 2 conventions sur l'état du marché des assurances 2021, avec l'ensemble des exclusions qui arrivent, notamment sur les notions sanitaires. Et donc, on sera vigilant, puisque là, on pourrait payer sans être assuré, ou enlever des assurances en payant moins cher, mais en ayant tout le risque apporté par la commune. Donc on sera aussi vigilant pour faire le bilan. Ça va sans dire, surtout en matière d'assurance, effectivement. C'est la raison pour laquelle, ça dépendra évidemment de l'analyse des offres qui sera faite pour chaque entité. C'est la raison pour laquelle nous sommes, je dirais, aidés, parce que c'est une matière importante, mais aussi une matière technique. Donc nous sommes aidés par un cabinet spécialisé. Pour réaliser cette analyse des offres et bien apprécier le bon rapport prix-garantie. Merci Yves. Pas de problème, on peut délibérer là-dessus. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons des bois à vendre, Françoise. Bonsoir. Oui, il s'agit de 2 parcelles, la 24B et la 46B, qui avaient été mises en vente aux enchères électroniques cette année à cause du Covid, donc en juin, et qui n'avaient pas trouvé preneur, au prix que nous en demandions. Nous avons une offre cette fois-ci, donc de gré à gré, de Gascogne-Bois. Pour la parcelle 24B, donc une offre de 61 200 au lieu de 61 700 que nous souhaitions, et une offre pour la 46B de 21 010 au lieu de 21 500 souhaités. Voilà. Oui, il y a une petite coquille dans la délibération, c'est pas 21 500, c'est 21 010, c'est ça? C'est ça. Que je vous demande de rectifier, bien sûr. Voilà, donc nous vous demandons ce soir que Monsieur le maire propose, au conseil municipal d'approuver cette proposition de vente et de l'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Bien, si vous avez des observations sur ce dossier, on peut délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Donc nous entrons là dans le volet gestion du personnel. C'était un engagement qu'on avait pris. Vous vous rappelez donc des primes Covid versées aux agents de l'EHPAD. Nous avons donc considéré qu'il était normal que les agents de la ville en bénéficient aussi. Pour ce faire, nous nous sommes simplement alignés sur les différents taux établis par l'État pour les personnels de l'État. Donc vous voyez qu'il y a 3 taux de 330 € pour le premier, 660 € pour le second et de 1 000 € pour le troisième, donc fixés par l'État pour la fonction publique d'État, pour ses fonctionnaires. Et ces 3 taux dépendant bien sûr de la fonction, de la mission des agents et de leur exposition au risque, entre guillemets. Donc on s'est appuyé là-dessus pour traduire donc en montant journalier les différentes taux que vous avez, donc sur une base maximale de 35 jours ouvrés de période de confinement. Ce qui donne donc pour le taux numéro 1, 9,43 qu'on vous propose d'arrondir à 9,50, pour le taux numéro 2 de 18,96 qu'on vous propose d'arrondir à 19 tout rond, et pour le troisième de 28,57 d'arrondir à 28,50. Alors, ça concerne, donc évidemment tout ça c'est un travail important qui a été fourni par les services, et je remercie particulièrement Michael Elbez qui a chapeauté et
conduit ce dossier. Alors, ça concerne pour la ville, me semble-t-il, 47 agents. 49, me dit-on. Voilà, je le détaille ici. Ça concerne donc 49 agents, donc qui, parce qu'ils ont été effectivement d'abord en service sur cette période, et donc plus ou moins, je dirais, en contact avec la population, donc éligibles à cette prime, donc qu'on vous demande bien sûr de voter, en précisant qu'on avait un petit souci par rapport à une personne qui n'est, comment dire, donc ça concerne les titulaires et les contractuels. Mais on avait un petit souci avec une personne qui était sous contrat aidé, donc un petit peu une situation à part, et pour ne pas la nommer, qui est la personne qui s'occupe du transport à la demande, et qu'il était aussi normal, de par la fonction qu'elle exerce, qu'elle puisse aussi bénéficier de cette prime, et on a trouvé une solution pour qu'elle aussi soit éligible à cette prime. Ce qui, me semble-t-il, était normal. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des observations là-dessus? Oui, Monsieur Calès. Oui, j'avais posé la question sur les contractuels, et bon, je suis rassuré de voir qu'ils sont intégrés dans le dispositif. J'en profite pour redire ce que j'ai dit lors du comité d'administration du CCAS, même si, en ayant beaucoup insisté, on est arrivé à une impossibilité de le faire. Il se trouve que les intérimaires qui ont travaillé au CCAS, qui avaient droit et qui ont travaillé dans les mêmes conditions que le personnel du CCAS, n'ont pas touché la prime. Ce qui, pour moi, est scandaleux, puisque ce sont des classes socio-professionnelles qui sont défavorisées et qu'ils ne toucheront pas une prime alors qu'ils ont couru les mêmes risques. Bon, en ayant posé plusieurs fois la question, il apparaît que c'est une difficulté d'ordre technique, et que l'État a d'ailleurs donné des recommandations, si on peut dire, de ne pas appliquer la prime aux intérimaires, ce qui est une mesure qu'on peut qualifier d'antisociale. Voilà. Alors, je sais que ce n'est pas possible, mais je tenais à souligner que l'État, en la matière, n'a pas fait preuve de disposition vraiment sociale. Oui, on avait eu effectivement cette discussion au sein du conseil d'administration du CCS, effectivement, et je crois que c'était un avis partagé, mais il semble que là, on soit vraiment devant une impossibilité réglementaire. N'est-ce pas, Soline? C'est effectivement la discussion que l'on avait eue, et je voulais juste préciser qu'effectivement, c'était pas le fait, c'était pas le fait du CCAS, ni de notre volonté, bien sûr, d'écarter les intérimaires de ce dispositif, mais bien entendu une contrainte en fait technique et des directives qu'on a eues qui a rendu impossible cette situation. Mais on partage complètement cet avis-là et on en est bien désolé. Voilà. C'est le constat, malheureusement, qu'on peut faire. Oui, Monsieur Schneider. Dans ce genre de situation où tout le monde est d'accord pour déplorer une injustice profonde, même si elle est réglementaire, qu'est-ce qu'on aurait encore eu si on avait passé outre? Monsieur Schneider, nous n'avons pas l'habitude de faire ce qui est malheureusement, en l'espèce, interdit de faire. Je ne pourrai répondre à votre question, j'en suis désolé. Bien. Alors, est-ce qu'on a délibéré sur ce dossier? Je ne crois pas. Donc, je soumets ce dossier à votre approbation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour les agents concernés. Toujours, pour le personnel communal, c'est extrêmement simple. Vous savez que donc, chaque année, il y a des avancements de grade qui concernent un certain nombre d'agents qui remplissent les critères et que nous avions pour habitude alors c'est ce qu'on appelle le ratio promu-promouvable, de faire accéder au grade auquel ils avaient droit, donc supérieur, un tiers des agents. C'est-à-dire qu'on avait un taux de 100% sur 3 ans. Je vous propose de passer ce taux, donc, qui reste en théorie à 100%,
parce qu'il y a également des filières où il y a très très peu d'agents. Et donc c'est la raison pour laquelle on reste sur un taux annuel de 100%, mais dans les faits, je vous propose donc de passer à un système d'avancement qui concerne non plus le tiers des agents chaque année, mais 50%. Évidemment, cette proposition que je vous soumets a été validée par le CT, avec les représentants du personnel. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Larieux. Je voudrais juste avoir une explication par rapport aux 50%. Pourquoi 50? Pourquoi pas 70? Voilà, c'était juste une question par rapport à ça. On peut retenir toutes les possibilités. La question a aussi été posée. Donc là, c'était une règle qui avait été établie d'ailleurs depuis longtemps dans la collectivité. Et je vous invite à regarder ce qui se passe ailleurs, dans les autres communes. Et donc, effectivement, on a considéré que pour mieux récompenser les agents, et on était d'accord ensemble avec les représentants du personnel, et c'est du reste la demande qui avait été formulée, d'accéder à cette demande et donc de passer à 50%. Alors, on peut toujours faire plus. Mais il me semble que c'est une bonne solution. Peut-on délibérer sur ce dossier? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je crois qu'on arrive sur la fin avec le tableau des effectifs où, vous l'avez vu, donc on balaie et on nettoie entre guillemets le tableau des effectifs en supprimant donc certains postes qui n'existent plus, notamment du fait de départ à la retraite. Donc ce sont des postes que l'on supprime et on vous propose de créer 6 postes nouveaux. Je voulais tout d'abord préciser que préalablement que j'ai pris la décision de nommer au titre, je dirais, de l'avancement interne Monsieur Michael Elbez à la fonction de directeur général des services et Monsieur Eric Ameler à la fonction de directeur des services techniques. Il nous faut donc maintenant pourvoir au recrutement de leurs adjoints notamment. Donc nous vous proposons, c'est le premier poste, donc un poste de directeur général adjoint, directeur du pôle proximité. Ce pôle proximité va regrouper donc la partie donc éducative, le secteur enfance et jeunesse, le secteur associatif, l'animation économique et la culture. Donc c'est un pôle qui sera très transversal. Ça c'est le premier. Nous vous proposons donc un poste d'adjoint au directeur des services techniques. Et pour ce faire, et suivant la remarque qui avait été faite par M. Calès, effectivement, on s'est rapproché de Randstad et on a convenu de passer par eux pour recruter un profil qui nous convienne. Et on a cette consultation à lancer. J'avais dit que je donnerais les coûts, c'est 8 500 €. Nous avons donc, suite à la nomination d'une nouvelle directrice de la crèche, donc le poste de directrice adjointe à pourvoir. Le recrutement est en cours, on l'a lancé à la fois en interne et en externe. Nous proposons de fusionner 2 postes à temps non complet en un poste à temps complet. Ça fait aussi partie des demandes récurrentes des agents et je crois tout à fait justifiées pour lutter contre la précarité de l'emploi. Et donc là aussi, recrutement en cours, en interne et en externe à la fois. Nous vous proposons pour terminer 2 postes nouveaux sur lesquels nous nous étions engagés. C'est un poste donc d'adjoint d'animation économique et touristique. Ça c'est pour renforcer notre action en matière donc économique et valorisation du territoire. Le recrutement sera lancé
Et nous vous proposons également, alors là c'est un petit peu différent, c'est dans le cadre d'un chargé de mission, donc d'un chargé de mission qui soit chargé de créer les comités de projet auxquels nous nous étions engagés d'une part, et bien sûr de faire vivre toute la concertation et participation citoyenne des habitants sur les projets structurants de la ville. Et donc là aussi nous avons besoin d'un profil particulier et de compétences particulières. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette modification du tableau des effectifs. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Larieux. Donc, si je comprends bien, lors du dernier conseil municipal, quand vous aviez annoncé des cabinets de recrutement pour le poste de directeur général des services et le poste de DST, donc en fait, je voulais avoir une explication par rapport à ça, par rapport à la dernière annonce en conseil municipal, puisque je vois que ce qui a été annoncé aujourd'hui, 63 jours après, c'est autre chose. Donc voilà, je voudrais avoir une petite précision par rapport à ça. Et le deuxième point, alors peut-être que je n'ai pas entendu, par rapport à Randstad, est-ce qu'il y a eu une consultation qui a été faite ou, voilà, au niveau du recrutement du cabinet? Alors, sur la première question, effectivement, j'ai pris la décision de faire monter en interne donc les personnes qui étaient précédemment adjointes, que ce soit la direction générale des services ou sur la partie des services techniques, ce qui effectivement nous dispense de passer par des cabinets pour recruter un nouveau DGS ou un nouveau DST, mais évidemment nous avons en contrepartie besoin de recruter donc des adjoints. Alors nous avons fait le choix effectivement de passer par l'agence Randstad. On n'a pas fait d'appel d'offres pour ça. Il n'y avait pas obligation à faire. Précédemment, d'ailleurs, on passait par un cabinet, c'est la discussion que nous avions eue au conseil précédent, donc un cabinet, je dirais, spécialisé. Mais là, on a effectivement regardé un petit peu les deux volets et il nous a semblé que la proposition de M. Callès pouvait être intéressante et surtout sur ce profil-là, c'est-à-dire sur la partie technique. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a été vers ça. Monsieur Makoviak. Oui, donc, si je comprends bien, il y a un regroupement des services autour de 3 pôles stratégiques qui, je constate cette réorganisation et la création des postes, donc, qu'elle incombe. D'abord, je voudrais féliciter les agents de la commune, du CCAS, les promus, les titulaires, les stagiaires, les contractuels, j'en profite. Mais vous n'évoquez pas le recrutement du poste de directeur du CCAS. Alors, c'est parce que je vais jusqu'au bout de ma question. Parce que il me semble que c'est un poste stratégique très important actuellement, compte tenu de cette période d'inquiétude sociale liée au Covid, mais aussi compte tenu des inquiétudes que nous avons tous sur le financement et le fonctionnement de l'EHPAD. Parce que vous l'avez certainement en tête, les chiffres de l'emprunt que nous avons contracté, la commune, jusqu'en 2045, mais vous avez surtout en tête les déficits de l'EHPAD de 2019, 243 000, et celui qui est prévu en 2020, 742 000 euros. Alors, une question que je me posais, c'est ce poste de directeur du CCAS, je crois qu'il est publiquement ouvert. Comment va se faire ce recrutement? Donc ce poste très important, stratégiquement, compte tenu du déficit de l'EHPAD et de la période que nous vivons. Très bien. Je vais laisser bien sûr Soline Garavou y répondre. Simplement de vous dire tout d'abord que si nous n'évoquons pas le recrutement d'un directeur du CCAS et d'un directeur d'EHPAD, parce qu'il y aura 2 recrutements qui seront faits, c'est parce que nous parlons ici strictement des emplois nouveaux de la ville, et pas de ceux du CCAS. Mais Soline Gravou, il va vous répondre. Monsieur le maire, j'avais bien compris, vraiment. Mais je pensais qu'il était comme important, puisqu'il s'agit d'un conseil municipal, d'avoir une interrogation pour les Cabretonneuses et les Cabretonnais sur ce sujet-là. C'est tout, en profiter. Voilà. Donc tout à fait. Donc nous allons vous répondre sur ce point. Oui, Soline.
Oui, bonsoir à nouveau. Donc, effectivement, on en a parlé en conseil d'administration du CCAS. Après une longue réflexion, nous avons pris la décision de scinder en fait les recrutements et de recruter une personne directeur ou directrice du CCAS et une personne directeur ou directrice de l'EHPAD afin qu'ils puissent se consacrer à 100% à leur mission, c'est-à-dire un profil plutôt ciblé politique sociale, parce qu'effectivement, dans le contexte actuel, ça nous semble très important. Et ensuite, au regard de l'EHPAD, un profil avec une compétence financière et une connaissance et une expérience dans le secteur de l'EHPAD et la nécessité de se dédier à 100% à cet établissement, qui est un établissement important. Donc le recrutement a été ouvert, les candidatures se sont clôturées vendredi. Nous avons regardé les CV et nous rencontrons les candidats le mercredi, alors j'ai peur de me tromper sur le jour, mais je crois que c'est le mercredi 25, vendredi 25 et le vendredi de octobre. Donc on reçoit les candidats tout l'après-midi ces 2 journées-là. Très bien, merci. Mais ce directeur ou cette directrice de l'EHPAD sera, comme auparavant, rattaché au directeur du CCAS? Alors, notre souhait n'est pas qu'il soit directement rattaché au directeur du CCAS. Il y aura une coordination indispensable entre ces 2 directions, mais il n'y aura pas de lien hiérarchique entre les 2. Est-ce possible? Il sera rattaché à qui, ce directeur de l'EHPAD? À Monsieur le maire. Mais est-ce possible? Mais bien sûr que c'est possible. Mais quelle est la personnalité morale de l'EHPAD? Est-ce qu'elle peut pas... Elle dépend complètement du CCAS, son budget, tout son fonctionnement dépend du CCAS. Comment vous pouvez monter cette opération par un rattachement direct? Alors, c'est pas... Comment dire? Il y aura bien un directeur du CCAS. Il y aura bien un directeur de l'EHPAD, les 2 étant directeurs au sein d'une même entité, mais sur des fonctions tout à fait différentes. Car le profil ou les profils recherchés, évidemment, sont très différents selon que l'on veut gérer, on va dire, la politique sociale de la ville, ou selon qu'on veut gérer un établissement bien ciblé, avec effectivement un profil budgétaire affirmé. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes métiers, ce n'est pas du tout les mêmes missions, mais rien n'empêche la cohabitation des 2 au sein d'une même structure, mais comme l'a dit Soline, bien sûr, en parfaite coordination, c'est évident. C'est évident. Voilà. C'est dubitatif sur cette organisation, je vais y réfléchir, bien entendu. Je pense qu'elle pose des problèmes. Bon, je ne vais pas m'appesantir là-dessus ce soir, puisque vous avez même vous-même indiqué que ce n'était pas le sujet à l'ordre du jour, mais je pense qu'il peut y avoir une vraie réflexion là-dessus pour qu'on n'aille pas dans le mur dans cette opération. Encore une fois, nous avons un vrai sujet, c'est le financement de l'EHPAD, l'emprunt qui a été fait, les déficits de 240, 740, etc. Donc il faudra bien quand même un jour s'en sortir et prendre les décisions. Mais vous le savez, je pense, comme moi. Voilà, mais tout à fait, nous le savons parfaitement. Ce sont des questions importantes dont nous avons parlé en conseil d'administration, avec l'engagement de faire le tour de nos autorités de tutelle, puisque ce sont elles qui décident, et que vous savez qu'en la matière, contrairement au budget communal, nous n'avons pas, je dirais, le pouvoir de décision. Il faut discuter avec les autorités de tutelle. C'est ce que nous allons commencer à faire, parce qu'effectivement, elles doivent nous aider. Et c'est aussi la raison pour laquelle il nous faut un profil de directeur d'EHPAD, d'établissement, qui est un profil véritablement budgétaire. C'est tout à fait important. Alors je souhaite bien entendu que ce soit une réussite. La question que je me pose, c'est comment on en est arrivé là avec un déficit prévu en 2020 de 743 000 euros. C'est tout. Alors, M. Makoviec, ces questions, je suis désolé, c'est pas pour ne pas répondre, mais ces questions, je vois bien le sens de votre intervention. Ces questions ont été traitées au sein du conseil d'administration du CCAS. Elles font l'objet d'un suivi. Une analyse a été faite. Il n'est pas de propos de la tenir ici. Ce n'est pas l'objet de la délibération. Voilà. Nous en étions où? Est-ce qu'on avait délibéré sur le dernier?
Oui, Monsieur Calès. Un commentaire plus qu'une question. Ma première réaction quand j'ai vu les modifications des effectifs, comme je suis particulièrement intéressé par les finances, c'était de voir quel était l'impact sur le budget. Donc on en a parlé en commission, et si j'ai bien compris, Monsieur Trézière, c'est ce que vous m'avez indiqué, c'est que les économies, enfin je ne parle pas d'économies sur les personnes, sur les réductions de salaire et les augmentations de salaire se compensent, et que les impacts sont déjà budgétisés sur le budget 2020. Donc il n'y aura pas de conséquences importantes sur... Oui, Yves. Oui, il n'y aura aucune conséquence sur le budget principal. Effectivement, il y a une partie de suppression de postes qui contribue à baisser la masse salariale. Il y a les créations de postes. Ces créations de postes ont deux objets pour la création. Le premier, c'est qu'ils sont assez tardifs, donc de toute façon, ils ont un impact très marginal sur le budget de cette année. Et deuxièmement, comme on a fait le budget très tard, quelques-uns ont déjà été anticipés dans le budget quand on a préparé les budgets en juin, puisque cette année, on a fait le budget en juin. Voilà. Merci. Donc, sur cette délibération de modification du tableau des effectifs, y a-t-il des oppositions, des abstentions? 7 abstentions. Je vous remercie. Dernier dossier à l'ordre du jour, Céline, donc la modification du règlement intérieur de l'accueil de loisirs. Alors, donc il s'agit là de mettre à jour le règlement intérieur des services périscolaires, de l'accueil de loisirs, de la restauration scolaire et désormais du transport scolaire. Donc c'est un document qui est à destination des familles et qui précise les règles et les bonnes pratiques quand on utilise ces services-là. Donc c'est un document qui n'a pas beaucoup évolué, mis à part 2 points sur lesquels j'attire votre attention. Donc le premier, c'est le portail famille. Donc on précise que le portail famille doit être utilisé en première intention pour réserver les jours d'accueil. On peut aussi consulter sa facturation et payer en ligne. Et le second, c'est le transport scolaire. Donc jusqu'ici, le ramassage scolaire était traité par la RTDL en partenariat avec eux. Nous avons décidé cet été de réorganiser ce service en interne avec nos moyens et nos ressources, c'est-à-dire la navette municipale. Et nous avons logiquement pris les dispositions du règlement intérieur du transport scolaire d'avant et on les a réintégrées dans le règlement actuel. Voilà. Très bien, merci Céline. Est-ce que vous avez des observations sur ce sujet? Pas de problème. Bien, donc on peut délibérer. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Nous avons donc épuisé l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des observations à formuler sur les décisions que j'ai été amené à prendre en vertu des délégations que vous m'avez conviées? Non? Pas de demande de précision particulière? Oui, Monsieur Larieux. Donc c'est pas sur les décisions, c'est juste un point. Vous aurez remarqué qu'on ne vous a pas posé de questions cette fois-ci, parce que quand on vous pose des questions, on a des retours, des questions le 22 juillet, on a des retours le 11 septembre. Donc je tenais quand même à le préciser ce soir, attendant la fin du conseil. Voilà, en termes de démocratie, il nous manque des dossiers, réception de dossiers tard. Et là, je m'adresse à vous, je ne m'adresse pas au service, monsieur le maire. Je m'adresse à vous. Voilà, on n'est pas la seule convocation à une commission qui n'arrive pas, c'est la convocation de l'élu Nouveau Cap. Donc voilà, retard de dossier, manque de dossier, 3 mois après, 63 jours après, on nous répond à nos questions. Donc ici dans la salle, lors du premier et deuxième conseil, vous aviez bien dit que vous étiez dans la démocratie, dans la participation. Donc je tenais quand même à le préciser. Voilà, ça serait bien de réguler un peu tout ça. Vous nous avez demandé d'être phasé, d'avoir un interlocuteur qui vous envoie les questions, qui vous demande les documents. Donc moi, je m'adresse à vous, monsieur le maire, pas au service. Je vous demanderai quand même juste de remettre un peu d'ordre par rapport à tout ça et qu'on ne soit pas mis, comme vous aviez l'habitude de le faire, au fin fond de la classe. L'opposition, c'est des hommes et des femmes qui sont là pour participer. Voilà, je tiens à vous dire ça quand même. Alors, merci. Et sans aucune agressivité. Mais monsieur Larieux, je tiens aussi à vous répondre, et sans aucune agressivité. Je n'ai pas l'habitude de mettre l'opposition au fond. Ça n'a jamais été ce que nous avons fait. Sur toutes les demandes que vous avez formulées de documents, de renseignements divers à ma connaissance, vous ont été fournis. Toutes. L'engagement que nous avions pris de répondre à vos demandes, de dossiers, de documents, ont été remplis et tenus. Vous parlez de 63 jours. Ce que vous omettez de dire, c'est qu'il s'est passé quand même la saison depuis,
et que je vous ai effectivement indiqué que certaines demandes, parce qu'elles sont nombreuses, pouvaient être traitées rapidement et d'autres nécessitaient un travail. Et notamment celui relatif au patrimoine de la commune et au bilan des cessions et des acquisitions qu'il nous fallait recoller avec les services de la perception. Donc je crois qu'il est excessif, et quand je dis excessif, c'est encore un euphémisme, que de nous reprocher de ne pas vous envoyer les documents que vous avez demandés, commandés même, je dirais, comme nous l'avons fait. Et je peux aussi, même si vous adressez à moi, remercier les services parce que c'est aussi un travail considérable pour eux, auquel ils sont tenus puisque c'était un engagement. Et je persiste à dire que l'engagement a été tenu. Alors c'est vrai qu'on peut dire que c'est toujours trop tard. Non, mais c'est pas, Monsieur le maire. Monsieur Mackowiak, pardon, est-ce que vous pouvez demander la parole si ce n'est pas trop vous demander? Je vous la demande et je vous dis que ce n'est pas un engagement, c'est une obligation que vous avez. Ne dites pas que c'est une fleur que vous nous faites, c'est une obligation. Point. Donc ce que dit Cédric est tout à fait justifié. C'est qu'on a des réponses tardives qui nous mettent en difficulté dans notre travail. On essaie de travailler, on essaie de préparer le conseil municipal, on essaie de participer au mieux à la vie de la commune. Et là, on a été à plusieurs reprises en difficulté. C'est ce qu'il vous le dit simplement. Et ne nous dites pas que c'est une fleur que vous nous faites, parce que dans toute municipalité, il y a une opposition qui a des droits. Et nous essayons de nous les faire respecter, c'est tout. Oui. Monsieur Mackowiak, très bien, j'entends, mais une fois de plus, bien sûr que c'est une obligation, mais avant que ce soit pour nous une obligation, nous considérons que c'est normal et donc c'est aussi un engagement de notre part. Une fois de plus, je le dis et je le répète, car je ne doute pas que d'autres, nombreuses, viendront aussi, que certaines peuvent être répondues rapidement et d'autres non. Qu'une fois de plus, l'été, la saison est passée par là, qui nécessite quand même un petit peu de travail, et que les dossiers ou tous les éléments qui vous ont été apportés, que vous avez demandés, n'étaient pas, je crois, en lien direct avec les dossiers de ce conseil de ce soir. Donc vous n'avez pas pu, je pense, en pâtir. En tout cas, pour cette séance du conseil municipal. Voilà. Oui, Soline, vous voulez nous dire, ou nous donner une information, me semble-t-il. Oui, donc vous avez tous eu devant vous, en fait, le programme de la Semaine Bleue, donc je voulais juste vous en faire l'information. La Semaine Bleue, c'est une semaine qui est dédiée aux personnes retraitées, aux personnes âgées. Elle a lieu du 5 au 9 octobre 2020. Cette semaine, pour le moment, il a été décidé, bien sûr, de la maintenir, mais en tenant compte des contraintes sanitaires qui sont très importantes et d'autant plus que nous touchons un public vulnérable. Donc nous avons maintenu de manière plus light les animations qui seront proposées et nous les avons beaucoup axées sur la question d'une part du sport santé, avec des initiations au Pilates, une conférence sport santé pour tous et un baptême de plongée. Et puis la deuxième thématique retenue était celle autour de la connaissance du patrimoine local. Un patrimoine d'abord environnemental. Il y avait la découverte à la benne de la chapelle. Il y a une visite guidée du Marais d'Ops et puis aussi la découverte des acteurs économiques locaux avec une visite et une dégustation à la brasserie Rony, je pense qu'on dit, pardon, et une visite avec l'association Happy Up. Il y aura 2 moments de détente, de loisirs, avec un spectacle musical des Swing Cocottes et la projection d'un film au Rio. Ces animations, par contre, je me permets de le préciser, donc encore une fois, du fait de la situation sanitaire, on aura un accès limité en termes de nombre de personnes qu'on pourra accueillir sur chaque animation. Tout est indiqué dans le programme. Et les inscriptions, on est le combien? Oui, ont démarré et elles se terminent le 1er octobre et elles se passent au CCAS. Donc il y a un petit bulletin d'inscription. Bien entendu, tous les élus sont les bienvenus sur toutes ces animations, mais je vous en reparlerai. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci Soline pour ces précisions. Avant de clôturer cette séance, je voulais rappeler
que 2 recours électoraux ont été formés, bien sûr relatifs à l'élection municipale à Cabreton. Je voulais simplement dire que la date de l'audience du tribunal administratif à Pau a été fixée à demain matin, que nous avons depuis hier le sens des conclusions du rapporteur public qui donc conclut sur les 2 recours donc déposés au rejet au fond donc de ces 2 protestations électorales comme on dit. Demain a lieu l'audience. Bien sûr, il faut attendre la décision, le jugement définitif du tribunal qui, normalement, à compter de demain, interviendra dans les 15 jours à venir. Voilà ce que je voulais vous dire. Sans faire d'autres commentaires. Moi, je vais en faire, si vous le permettez. Ne préjugez jamais d'une décision de justice. C'est pas ce que j'ai fait. C'est, j'allais dire, tirer le juge par la manche. Ce n'est pas ce que j'ai fait, monsieur Macron. C'est tirer le juge par la manche. Donc laissez-les travailler demain, analysez nos arguments et vous verrez bien la décision. Nous sommes d'accord sur ce point. Et Attendons le jugement du tribunal. Quelle que soit la décision, il y aura une possibilité d'appel de votre part, si ces élections sont annulées, ou de ma part, si mes arguments ne sont pas retenus. C'est aussi simple que ça. Je trouve tout à fait inconvenant de mêler lors d'un conseil municipal qui est là pour administrer, de parler de justice. Laissez la justice indépendante. Ne la tirez pas par la manche. Monsieur Makoviak, vous ne m'avez pas bien écouté. J'ai dit, le plus important, c'est attendons le jugement. Car personne ne peut préjuger du jugement qui sera rendu. Et après, une fois que le jugement sera rendu, en fonction du résultat, eh bien, chacun verra ce qu'il a à faire, c'est-à-dire appel ou pas. Ce que vous venez de faire, aucun journaliste le fait. Les journalistes parlent des conclusions du rapporteur public le jour de l'audience, jamais avant. Avant, c'est-à-dire aujourd'hui, alors que l'audience est demain. Vous auriez pu dire demain, publiquement, les conclusions du rapporteur public de cette audience sont, mes avocats ont dit cela et les miens ont dit cela. Je trouve totalement inconvenant de lancer cette pierre comme ça en fin de conseil municipal. C'est un sujet que vous ne maîtrisez pas, monsieur. C'est un sujet que vous ne maîtrisez pas. Donc laissez les juges statuer. Il y a des arguments sérieux. Vous aurez un droit d'appel directement devant le Conseil d'État. Il me semble que la décision, effectivement, en général, est à quinzaine. Là, elle pourrait être plus tôt, puisque il me semble que le délai, c'est le 28 septembre. On verra bien quelle sera leur décision. Mais encore une fois, il me semble que ce lieu-là n'est pas, à mon avis, le lieu de la République approprié pour lancer comme ça une idée que vous ne maîtrisez pas. Ce sont uniquement un sens des conclusions. Vous n'avez pas connaissance des conclusions. Vous ne les avez pas. C'est un sens des conclusions. C'est bien ce que j'ai dit, monsieur Vacoviak. Et vous n'aviez pas à le dire aujourd'hui, mais attendre demain l'audience. Demain a lieu l'audience et nous sommes d'accord. Terminé, ça suffit. Nous attendrons les uns et les autres le jugement définitif. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Et la séance est levée. Et le prochain conseil, monsieur le maire, vous avez la date? Oui, pardon, non, je n'ai pas la date, autrement je vous l'aurais communiqué. Donc dès que nous l'avons, on vous la donne. Ça va sans dire.